Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle journée, la dernière journée des Rendez-vous de l'Histoire, dans son volet pour l'instant donc économique, puisque c'est au titre de l'économie au Rendez-vous de l'Histoire que nous allons recevoir Jacques Attali en tant que président de la Chambre de commerce, avec d'autres à l'initiative de cette opération qui consiste au sein des Rendez-vous de l'Histoire de mettre un volet économique. Je suis très heureux donc d'accueillir Jacques Attali. Je vous invite à rester toute la journée à Blois, puisque derrière son intervention, il y a aussi d'autres tables rondes et conférences. Donc n'hésitez pas à passer de l'une à l'autre. Tout ça dans le programme et le tiret à part jaune que j'ai en main. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, récupérez-le. Présenter Jacques Attali, normalement, ça ne se fait pas, parce que vous le connaissez tous. Je vais quand même me tenter de dire quelques mots. C'est un esprit brillant, comme la République est capable d'en commettre. La formation initiale X-Mine, ne surprendra personne. Elle est classique presque. Quand elle est doublée de Sciences Po et l'ENA, on dit bah, oui, que là aussi, il y en a peut-être d'autres. Quand elle se complète d'un doctorat en sciences économiques à Dauphine, c'est déjà plus sympathique, en tout cas pour moi. Et ça a été qu'un point de départ. Mais cet éclectisme montre que cet esprit brillant ne pouvait pas faire une carrière classique de haut fonctionnaire qui aurait pantouflé ensuite dans une grande entreprise publique, voire privée, mais qu'il avait besoin d'autre chose. Et cet esprit libre continue au travers d'un nombre d'ouvrages incalculables, je ne sais plus si on a atteint peut-être pas encore les 70, mais bientôt. Et je ne parle pas des différentes tribunes qu'il peut signer, notamment dans l'Express. Mais il a toujours essayé de réfléchir à l'avenir du monde. Et au-delà de la réflexion, il a été un des acteurs, évidemment à côté de François Mitterrand. Alors on ne sait pas si la petite histoire retiendra le fait qu'il est permis à Madame Hollande et à Madame Ségolène Royal et à Monsieur Hollande de côtoyer un peu plus François Mitterrand, ou si on retiendra de lui qu'il a prédit, sans doute le seul ou pas nombreux, parmi peu de personnes, la crise de 2008. En tout état de cause, au-delà de sa capacité prédictive, qui est contredite par certains économistes, qui nous expliquent toujours après coup ce qu'il aurait fallu faire, en tout état de cause, il s'est investi lui-même en étant patron de la BERD pendant un certain nombre d'années, et surtout, je pense que c'est une action qui lui tient particulièrement, en croyant avec d'autres à l'importance du microcrédit, et même s'il nous en parlera peut-être pas à l'occasion de cet échange, c'est un investissement aujourd'hui dans lequel il porte beaucoup d'énergie, au travers notamment de Planète Finance. Donc voilà, je pense que j'en ai trop dit. Si on peut l'accueillir, Jacques Attali. Merci. Bonjour, c'est toujours un plaisir renouvelé que d'être ici. Je ne dis pas chaque année, mais assez souvent, et je vous remercie de m'accueillir. Réfléchir à l'avenir, en effet, est une activité qui m'occupe avec beaucoup d'allers-retours avec le passé, car c'est évidemment impossible de comprendre quelque chose qu'on peut dire sur l'avenir si en même temps on ne se nourrit pas profondément du passé. C'est d'ailleurs assez fascinant de se rendre compte que nous avons des connaissances assez approfondies sur ce qui s'est passé sur cette planète depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 200 000 ans, 1 million d'années, ce qui s'est passé dans l'univers depuis quelques 10 milliards d'années, mais qu'on est incapable de dire quelque chose de sérieux sur ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans et encore plus dans 100 ans. Essayer d'imaginer le monde dans 100 ans paraît hors de portée. Et pourtant, il est impossible d'imaginer qu'on puisse vivre simplement au jour le jour et éclairer l'avenir est absolument essentiel. Et je ne vois pas très bien ceux qui sont dans cette salle, mais il y a des gens dans cette salle qui seront là encore quand ce siècle finira
Et il est important pour eux et pour nous qui créons les conditions de leur monde de réfléchir à ce qu'il peut être et de créer les conditions pour qu'il soit le moins mauvais possible. Et de ce point de vue, les leçons de l'histoire sont essentielles. Je les revisite en permanence et je viens de les revisiter de nouveau pour essayer de comprendre ce qu'on peut dire du monde de 2030 à l'heure où nous parlons, sachant qu'en permanence, on est un petit peu comme dans une voiture qui avance avec des phares allumés dans la nuit, les phares éclairent et éclairent un paysage sans cesse changeant. Il y a quand même quelques invariants. Donc je vais essayer de réfléchir à haute voix avec vous pendant une demi-heure et ensuite de répondre pendant quelques minutes à vos questions. Les grands invariants sont d'abord le fait que l'humanité a de plus en plus de moyens de faire le bien et de plus en plus de moyens de faire le mal. Il m'est arrivé souvent de résumer l'histoire du passé et de l'avenir d'une façon simpliste en disant que l'humanité avance dans le temps avec plus de moyens de faire le bien, plus de moyens de faire le mal, et que l'histoire se résume à cette courbe qui va de plus en plus vers le haut et de plus en plus vers le bas. Et peut-être qu'elle ne remontera plus si elle descend trop bas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où on est en train de tourner vers le bas. Et je vais expliquer pourquoi, mais nous avons bien des moyens d'éviter de descendre trop bas et d'éviter la catastrophe. Je crois que nous avons un avenir formidable devant nous si nous savons le maîtriser. Ça, c'est la première tendance, la multiplication des moyens du bien et du mal. La deuxième tendance longue, c'est que l'humanité a progressivement choisi de définir une valeur dominante et de s'y tenir. Et parmi les valeurs dominantes, plusieurs se sont proposées à l'histoire humaine et plusieurs ont été utilisées par les différentes civilisations. En fait, il n'y a qu'une seule valeur qui compte, et toutes les autres se déguisent pour ne pas le dire explicitement. La seule valeur qui compte, c'est notre rapport à la mort. Rien d'autre ne compte, ni pour chacun de nous, ni pour nous collectivement. Et ce rapport à la mort, nous pouvons le gérer, ou nous l'avons géré dans des civilisations diverses par la recherche de l'immortalité, penser ce qui se passe dans le monde de l'au-delà. Mais c'est la fonction en particulier des religions, mais ce n'est pas la seule fonction des religions, et ce n'est pas la fonction seulement des religions que d'imaginer un au-delà, des âmes, un univers extérieur dans lequel nous vivrions. Donc la recherche de l'immortalité ou de la vie ailleurs, comme réponse à la mort. La deuxième, c'est la recherche simplement de la solidarité, de l'égalité, et au moins avoir un accès égal chacun aux choses, et en particulier à la longueur de la vie. Et la troisième valeur qu'on aurait pu choisir, ou que certaines civilisations auraient pu choisir, c'est simplement celle de dire « moi, je veux être le plus libre possible, c'est-à-dire avoir le plus de temps possible de vivre et en faire le maximum de mon temps de vie ». C'est-à-dire choisir comme valeur dominante la liberté. Immortalité, solidarité, liberté, trois valeurs que différentes civilisations ont choisies depuis l'Antiquité la plus ancienne. Et aujourd'hui, mis à part différents phénomènes dont j'aurais reparlé tout à l'heure, il y a une valeur s'est imposée comme dominante, un mode d'organisation comme dominant, c'est la recherche de la liberté individuelle. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres d'avoir le maximum de temps libre, mais aussi le maximum de temps de vie. Nous voulons être libres d'avoir le maximum de possibilités de choisir. Nous voulons être libres d'être nous-mêmes. Nous voulons être libres de vivre la vie que nous avons envie de mener. Et ceci s'installe partout à travers la planète comme étant une règle d'une grande banalité qui en fait renvoie très profondément à une conception de l'humanité qui s'est inventée dans un petit lieu de l'histoire qui est le lieu de la rencontre entre la pensée juive et la pensée grecque
25 siècles avant notre ère, 25 siècles avant notre présent, 5 siècles avant notre ère, 8 à 9, entre 8 siècles et 5 siècles avant notre ère, où cette rencontre a créé cet idéal de la liberté individuelle, de l'être humain unique qui compte et qui vaut pour lui-même. Et nous avons progressivement construit ce modèle de la liberté en oubliant un peu que nous ne sommes pas véritablement libres, parce qu'on n'est pas libre de choisir le moment où on est, on n'est pas libre de choisir le lieu où on est pas libre de choisir la date de sa mort. On peut, oui, la choisir, mais pas la prolonger à l'infini. Et que donc cette liberté s'inscrire dans un contexte de rareté, que toute notre obsession, c'est d'écarter la rareté, d'une certaine façon d'écarter les murs de notre prison matérielle, dans l'illusion de cette liberté. Illusion que nous gérons par le fait que nous avons inventé deux mécanismes pour le gérer, qui sont le marché pour ce qui est des biens individuels et la démocratie pour ce qui est des biens collectifs. Et nous avons progressivement au cours de l'histoire, nous, l'humanité tout entière, imposé progressivement ces deux mécanismes. Et ces deux mécanismes, en s'imposant, ont créé les conditions d'un monde qu'on pouvait penser ou qu'on peut penser le moins mauvais possible, puisqu'il a connu depuis un siècle une formidable croissance qu'on peut aussi mesurer à bien des facteurs, au moins à un facteur particulièrement objectif, qui est l'augmentation de l'espérance de vie, qui est passée de 30 ans à 75 ans. C'est un facteur objectif de formidable progrès de l'humanité, mais à beaucoup d'autres, qui sont les échanges, les progrès techniques de toute nature, les innovations qui n'ont été possibles que grâce à la liberté d'innover, les mouvements de population qui ont créé les conditions d'échange et de créativité, et la démocratie qui crée les conditions de liberté dont nous jouissons ici et dans de plus en plus de pays du monde. Et donc on peut penser que ce couple marché-démocratie s'est installé et qu'au fond, certains ont même écrit que nous étions dans la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire puisque l'histoire n'est que la généralisation du marché et de la démocratie. Et au fond, c'est ce qui s'est passé jusqu'il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a assisté à une généralisation de l'économie de marché. Il n'y a pratiquement plus de pays qui ne soient pas une économie de marché aujourd'hui. On peut citer peut-être la Corée du Nord, et ce serait le seul. Et la démocratie qui a progressivement gagné toute une série de régions dans lesquelles elle n'était pas. Et on peut penser que, au fond, l'avenir, c'est cela. Mais en même temps, on peut aussi se dire que l'avenir doit être regardé aussi au regard de cette capacité de ces sociétés à créer ou à empêcher la violence. Et là aussi, on peut être relativement optimiste en constatant objectivement que nous n'avons pas, et c'est assez curieux, il y a eu peu de choses écrites là-dessus, même si ça mériterait d'être creusé, pratiquement aucune guerre entre deux démocraties dans l'histoire. Pratiquement aucune guerre n'a eu lieu entre deux démocraties. Comme si la démocratie empêchait la guerre. Il est clair que des démocraties ont fait des guerres à des non-démocraties, mais des démocraties entre elles se sont pratiquement jamais fait la guerre. Donc, la généralisation du marché et de la démocratie devrait aussi imposer un monde de non-violence. Et au fait, si on regarde les chiffres qui ont été étudiés récemment par des historiens, en particulier américains, mais pas seulement, si on prend les chiffres d'évolution de la violence militaire et de la violence criminelle depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, exactement jusqu'à quelques années avant aujourd'hui, on constate une extraordinaire diminution de la violence. Ça peut nous surprendre, mais les chiffres sont là. Il y a beaucoup moins de morts à la guerre aujourd'hui qu'il y a en proportion naturellement de la population, non pas en valeur absolue, mais en valeur relative. Moins de morts dans les conflits, moins de morts militaires, moins de morts civiles, et moins de morts aussi de crimes. Les chiffres sont objectivement incroyablement parlants de ce point de vue-là. Donc, nous serions peut-être dans un monde idéal en train d'aller progressivement vers cette démocratie de marché pacifiée à l'échelle de la planète, et tout ce à quoi nous assisterions aujourd'hui ne serait que les dernières scories d'un monde dont la violence ne serait que épisodique et retardataire.
D'autant plus que dans les 15 à 20 ans qui viennent, pour se limiter notre horizon à 2030, qui est l'horizon le plus immédiat de l'histoire, on voit aussi énormément de facteurs positifs en train de surgir. D'abord, nous avons devant nous une croissance démographique moins forte que dans le passé. Nous sommes passés de 2 milliards à 7 milliards en une génération. Nous allons passer d'ici à 2050 à 9 milliards. Mais d'ici à 2030, nous allons avoir environ à peu près 1 milliard d'habitants de plus sur la planète, dont 600 millions en Afrique, mais avec une continuation de l'augmentation de l'espérance de vie, une continuation de l'augmentation du caractère urbain des populations. Et cette croissance de la population peut être considérée comme un facteur très positif dans la mesure où elle s'accompagne essentiellement d'une croissance de la classe moyenne, c'est-à-dire d'une population ayant un meilleur niveau de vie, en particulier en Inde, en Chine, en Afrique, et où le nombre de gens dans situation de pauvreté absolue, c'est-à-dire de pauvreté extrême, de ne pas pouvoir manger, a baissé pour la première fois maintenant, et dans les projections qu'on peut faire dans les 15 ans qui viennent, être en dessous du milliard. Moins d'1 milliard de gens sont en situation de famine aujourd'hui. On peut penser donc que la croissance de la population est à la fois un facteur qui créera plus de gens capables de travailler, plus de gens capables de consommer. Et si on ajoute à ça l'extraordinaire dynamique d'innovation qui est là aujourd'hui, qui est en train de déferler sur nous et dont nous n'avons pas encore vu le millième des conséquences qui vont arriver dans les 15 ans qui viennent, on peut penser qu'il y a un potentiel de croissance, de bien-être, d'amélioration encore de l'espérance de vie, de découverte sur nous-mêmes extraordinaire. Il suffit de citer dans le numérique le fait de pouvoir pratiquement fabriquer n'importe quoi chez soi avec les imprimantes 3D, le fait de disposer bientôt de traduction automatique qui permet de parler avec n'importe qui dans toutes les langues, le fait d'avoir des hologrammes qui seront bientôt disponibles, et dans moins de 5 ans, je pourrais faire cette conférence sans être là, mais vous ne le saurez presque pas. Le fait de pouvoir disposer de capacités d'interrogation des machines par l'intelligence artificielle qui permet de dialoguer en langage naturel, non pas en posant des questions sommaires comme on le fait aujourd'hui avec les moteurs de recherche, tout ça donne dans le numérique des mutations absolument gigantesques qui vont permettre de transformer très profondément les conditions de travail et d'usage des choses, qui vont s'accompagner d'énormes progrès dans la maîtrise de l'eau, d'énormes progrès dans la maîtrise de l'énergie, d'énormes progrès dans la réduction des pollutions, d'énormes progrès dans évidemment les domaines de la santé qui vont être très profondément touchés par le numérique, mais aussi par les 3 autres vagues de progrès techniques qui sont là, celle de la génomique, celle des nanotechnologies et celle des neurosciences qui, dans les 15 ans qui viennent, vont fournir de nouveaux médicaments, de nouvelles techniques de soins, de nouvelles pratiques. À cela s'ajoute aussi, dans les 15 ans qui viennent, l'amorce d'une économie radicalement neuve qui commence à s'installer, qui est l'économie du partage, l'économie collaborative, qui est le fait que progressivement, on va se rendre compte qu'il y a des tas de choses qu'on peut très bien ne plus avoir, mais simplement partager. Dans cette idée que la principale liberté, c'est celle de l'usage du temps, dont je parlais tout à l'heure, on veut avoir le meilleur temps possible. Progressivement, on se dote de moyens qui nous permettent de ne pas avoir à posséder des choses qui nous prennent du temps et dont nous n'avons pas besoin. Prenez par exemple l'automobile. Pourquoi avoir quelque chose qu'on n'utilise que 5% ou 10% de notre temps, alors qu'il suffirait de claquer les doigts pour en commander une pour le temps dont on aura besoin. Et on voit que les nouvelles technologies vont rendre possible progressivement de passer de la logique de la propriété à la logique de l'usage, et donc de réduire considérablement à la fois les besoins d'énergie qui sont liés à cela, mais aussi d'augmenter considérablement le pouvoir d'achat lié à la possibilité de ne pas être propriétaire de choses dont on n'a pas un usage permanent, qui d'ailleurs s'accompagne du fait qu'on a vu dans un très grand nombre de domaines
le prix des objets est diminué, c'est le cas dans un très grand nombre de secteurs, l'habillement, les télécommunications, la distraction, etc., dont les prix ont baissé et qui ont augmenté indirectement le pouvoir d'achat. Si on fait la jonction entre progrès technique et démographie, on a l'impression que se met en place aujourd'hui quelque chose comme un cercle vertueux qui pourrait laisser penser que nous entrons dans le meilleur des mondes possibles et que à la crise actuelle que nous vivons tous par le fait qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'est ou chômeur lui-même ou connaît un chômeur dans son environnement proche, ceci ne serait, dans une vision optimiste des choses, que provisoire, puisque l'émergence de ces progrès techniques et l'émergence d'une classe moyenne nouvelle en Asie et en Afrique va créer un marché nouveau pour tout ce que nous sommes capables de produire, énorme, dans les 15 ans qui viennent. J'ai du mal à croire que ce diagnostic suffise pour comprendre le monde et qu'on peut sortir de cette pièce rassurée en disant « laissons courir le monde, tout ira mieux ». Je crois que le meilleur du monde est possible, mais pas si nous n'agissons pas, pas si chacun d'entre vous ne décide pas de faire quelque chose pour que le monde soit meilleur. C'est possible, mais ça ne viendra pas tout seul. Pourquoi ? D'abord parce que vous avez été peut-être déjà choqué par tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien et qui ne vont pas vers le mieux. D'abord, depuis 2 ou 3 ans, tous les chiffres de la violence planétaire s'aggravent. Tous, les chiffres de la criminalité, les chiffres du terrorisme, les chiffres de la guerre, tous les chiffres s'aggravent. Donc la violence est repartie vers le haut, y compris la violence la plus gratuite. La violence la pire de toutes aussi, celle qui est liée à la volonté de perdre sa propre vie pour empêcher les autres de vivre. Ça, c'est la violence la plus destructrice. Ensuite, parce que dans toutes les dimensions dont j'ai parlé, il y a un revers. La démographie, il y a aussi un revers parce que il y a beaucoup de dimensions de la démographie à venir qui sont catastrophiques. Il y a d'abord des régions du monde qui ne sont pas en situation de maîtrise de la natalité. C'est le cas en particulier du Sahel. Les pays du Sahel, c'est 60 millions d'habitants. Dans 30 ans, c'est 220 millions d'habitants. Ce sont des pays qui vont de la Mauritanie au Niger, dont le taux de natalité reste 7 enfants par femme et qui ne se réduit pas. Et donc, des pays qui sont sans gouvernance stable, totalement défaits, avec une incapacité de production agricole évidente, une incapacité d'assumer cette formidable croissance. Nous avons, dans cette région francophone, donc représentant un potentiel énorme, une bombe à retardement. Elle est là. Elle est déjà là, mais dans les 15 ans qui viennent, elle va être encore plus énorme. Ces pays ne seront pas capables de nourrir les 200 millions d'habitants qui y seront. Donc, ils partiront. Mais ils partiront. Démographiquement, il y a aussi le fait que, comme la natalité baisse, sauf dans cette région du monde et dans une ou deux autres, l'âge moyen de la population augmente et donc il va falloir travailler plus longtemps. Ce qui, pour ceux qui s'amusent en travaillant, comme c'est mon cas, est une bonne nouvelle, mais pour ceux qui ont un travail aliénant, n'est pas une bonne nouvelle. Troisièmement, le fait que la démographie soit aujourd'hui essentiellement une démographie africaine, c'est-à-dire que la démographie va se concentrer dans les zones où la richesse est la moins élevée, va augmenter le nombre de gens pauvres et créer les conditions de mutation, de mouvements importants. Autre dimension liée à cela, le fait qu'il y a, à cause de la démographie, toute une série de facteurs qui sont extraordinairement inquiétants. L'eau, on ne voit pas assez que nous sommes en train d'entrer dans une période de rareté de l'eau majeure. La quantité d'eau disponible par habitant de la planète est en train de s'effondrer. Et à moins d'utiliser de façon massive et de faire des progrès massifs dans
des technologies qui sont aujourd'hui disponibles et qui sont encore extraordinairement coûteuses. Pensons aux technologies de désalinisation de l'eau de mer, qui d'ailleurs ne peut concerner que les régions côtières pour l'instant et pas l'essentiel des régions continentales, en particulier en Afrique. Nous allons avoir d'immenses problèmes d'accès à l'eau. Or, l'eau, c'est la paix ou la guerre. De même, évidemment, problème bien connu, le problème du climat, qui, quelles que soient les mesures qui pourront être prises, ne sera pas résolu dans les 15 ans qui viennent et donc va s'aggraver de façon significative avec les conséquences d'inondations, de mouvements de toute nature que cela implique. Quant au progrès technique, dont j'ai dit tout à l'heure les merveilles qu'on peut attendre, il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur ces conséquences. Toutes les études qui ont été faites, en particulier les plus sérieuses, ont été faites aux États-Unis, montrent que 50% au moins des métiers d'aujourd'hui sont condamnés à 10 ans. Parce qu'on peut les automatiser. Donc 50% des gens aujourd'hui sont en situation de perdre leur emploi dans les 10 ans qui viennent, parce que leurs métiers peuvent être automatisés, sans que pour autant, autant de métiers nouveaux apparaissent, en particulier pour des gens qui n'auraient pas acquis les compétences nécessaires pour les accomplir, qui sont tous les métiers liés aux nouvelles technologies de développeurs, d'ingénieurs logiciels, etc., etc. Donc il y a une sorte de vague de destruction d'emplois devant nous liée au progrès technique absolument gigantesque, auquel s'accompagne d'ailleurs parce que ces technologies y poussent une destruction de la structure de l'entreprise qui fait que chacun d'entre nous sera de plus en plus salarié de lui-même. Et donc la structure du salariat, avec ce que cela implique comme aliénation, mais aussi comme stabilité et comme garantie de revenus, va aussi s'effondrer. Voilà une situation d'incertitude liée au progrès technique. Et bien d'autres. Beaucoup de progrès techniques qui sont devant nous créent d'immenses incertitudes quant à leurs conséquences sur la nature humaine, quant à leurs conséquences sur la structure de la matière, etc. Donc nous avons beaucoup de points d'interrogation devant nous. Mais en même temps, et peut-être aussi profondément, il y a le sentiment, et c'est peut-être l'essentiel pour moi, une très grande incertitude liée au fait que nous sommes en effet dans une période où le marché et la démocratie sont le système idéal. On ne voit pas mieux que le marché pour organiser l'économie et on n'a pas trouvé mieux que la démocratie pour organiser la politique. Seulement s'est produit depuis 20 ans une évolution qu'on pouvait prévoir, que nous étions quelques-uns à prévoir, et avec les conséquences qu'on pouvait aussi prévoir, qui était que le marché allait facilement devenir mondial et que la démocratie n'allait pas très facilement devenir mondiale. Non pas que la démocratie ne pouvait pas s'étendre dans beaucoup de pays, mais si vous avez une juxtaposition de pays démocratiques, ça ne crée pas une démocratie mondiale. Ça ne crée même pas un état de droit mondial. Donc nous avons de plus en plus un marché mondial sans état de droit. Et c'est peut-être ça qui explique le cœur des difficultés dans lesquelles nous sommes en train d'entrer. Nous avons un marché mondial sans état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un marché sans état de droit? C'est un marché où l'économie fonctionne, mais il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de règles, et le marché fonctionne selon la loi du plus fort, sans que plus personne puisse le régler. Et comme le marché, même s'il y a un état de droit, n'est pas capable en lui-même, sans un État, de créer les institutions nécessaires à la santé, à l'éducation, à l'emploi public, tout naturellement, un marché sans état de droit et sans État, c'est un marché de chaos, de désordre, de croissance de l'économie criminelle, de développement du chômage généralisé, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La récession dans laquelle nous sommes entrés, c'est la conséquence d'un marché globalisé sans état de droit globalisé. Alors bien sûr, il y a d'innombrables tentatives aujourd'hui de création d'un état de droit global. Il y a même beaucoup de choses qui se passent. L'exemple de la COP21 en est un, mais il y a d'autres. On voit apparaître des tribunaux internationaux, on voit apparaître des forces armées internationales, on voit apparaître des structures qui tentent de créer les conditions nécessaires de cet état de droit. Mais le marché global est beaucoup plus global. Les entreprises échappent aux États.
elles se mettent là où c'est le moins pénalisant fiscalement, elles se débarrassent de leurs liens avec les nations. Même les entreprises américaines n'ont plus aucune loyauté à l'égard de personne. Et c'est d'ailleurs le mot clé pour moi. Car si nous laissons s'installer la liberté individuelle comme valeur dominante dans un marché sans état de droit, la liberté, c'est le droit en permanence de changer d'avis. Le droit de choisir l'emploi qu'on veut, l'employeur qu'on veut, l'employé qu'on veut, d'aller vivre où on veut, tout ça sont des valeurs très positives. De choisir le partenaire sentimental qu'on veut, c'est aussi une valeur positive. Mais c'est aussi le droit d'en changer quand on veut. C'est le droit de ne pas être fidèle, de ne pas être loyal, et en particulier pas loyal aux générations suivantes. C'est le droit de se moquer de l'environnement qu'on va leur laisser, des dettes qu'on va leur laisser, c'est le droit d'être égoïste. Et la liberté poussée à l'extrême, c'est une société narcissique d'individus déloyaux. Ce monde, c'est celui dans lequel nous sommes en train d'entrer. Et on peut très bien comprendre que face à ça, il y a d'énormes réactions qui se produisent. La première réaction, c'est c'était mieux avant, retournons comme c'était. Donc, mettons les chariots en cercle, refermons les frontières, refusons ce changement, tous ces changements. Le changement, c'est mauvais. Et donc, nous entrons tout naturellement dans une période de refus de l'avenir, de nostalgie. Cela se manifeste de mille façons. On le voit dans les campagnes électorales un peu partout, et ce n'est qu'un début. Or, on sait que quand il y a ce populisme qui commence, la guerre est au bout. Je pense que les plus jeunes d'entre vous, si les choses se tournent mal, verront se défaire l'Union européenne, verront l'Union européenne, l'euro disparaître, l'Union européenne se défaire, et une nouvelle guerre franco-allemande pourrait avoir lieu avant la fin du siècle. Si nous ne sommes pas capables de maintenir ce momentum de construction d'un état de droit commun, de vouloir avancer ensemble pour contrebalancer les effets, si nous pensons que la réponse est dans la fermeture, dans l'enfermement, nous aurons le pire devant nous. On l'a connu déjà historiquement à plusieurs reprises. À plusieurs reprises dans l'histoire, on a eu dans l'histoire de l'humanité des moments comme ça où on avançait vers le mieux et on a échoué. Produit à la fin du XVIIIe siècle, avec toutes les idées de démocratie, de liberté, de droits de l'homme qui ont été combattues et ensuite détruits, et ça a donné les 30 ans de guerre entre 1785 et 1820 à peu près. On l'a connu à la fin, au début du XXe siècle, où il y avait une énorme période de progrès qui ressemble énormément à celle que nous connaissons aujourd'hui. La démocratie, la croissance démographique, le progrès technique incroyable. Nous vivons sous le progrès technique de la fin du XIXe siècle. L'électricité, l'automobile, la radio, 1914, l'avion, tout ça est apparu à ce moment-là. Nous vivons le chemin de fer, enfin, tout ça est apparu un peu plus tôt, mais tout ça est apparu à ce moment-là, et nous vivons de cela. Nous avons aujourd'hui une deuxième vague. Mais à cette époque, rien ne rendait imaginable que nous allions vivre 75 ans de barbarie entre 1914 et 1989, la chute du mur de Berlin. C'était pas imaginable. Même en 1910, c'était pas encore imaginable. Et pourtant, crise financière, terrorisme, peur, fermeture, protectionnisme, engrenage des alliances, guerre, etc., etc. Nous sommes exactement dans une période du même genre. Nous avons, comme ils avaient en 1910, tous les moyens de réussir un 21e siècle positif, à cause des progrès techniques qui viennent, à cause de cette valeur dont je viens de parler, qui est en train de surgir, qui est celle de l'altruisme, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était en train de surgir dans le progrès technique avec l'économie du partage. Avec la prise de conscience que nous avons intérêt au bonheur de l'autre. Et c'est ça, je crois, la grande mutation qui est en marche en ce moment. La grande mutation extrêmement positive, si on sait la saisir, c'est de se rendre compte que
chacun d'entre nous a intérêt à ce que l'autre soit heureux. C'est vrai de façon la plus prosaïque, un commerçant a intérêt à ce que son client soit heureux. Nous avons intérêt à ce que notre voisin ne soit pas malade parce que sinon il est contagieux. Mais nous avons au-delà de ça intérêt à ce que notre voisin soit le mieux formé possible, qu'il ait le meilleur métier possible, parce que dans ce cas-là, il va pouvoir créer les conditions de créer des richesses communes. Nous avons intérêt même cyniquement à ce que les pays du Sahel dont je viens de parler soient les plus développés possibles si nous ne voulons pas que toutes ces populations n'aient pas d'autre recours que de traverser la Méditerranée et venir chez nous. Donc nous avons intérêt au bonheur de l'autre. Et les nouvelles technologies, dans la mesure où elles multiplient et créent les conditions de relations d'interdépendance de plus en plus croissantes, font apparaître une grande mutation entre une idéologie de la liberté individuelle tournant à la caricature dans la déloyauté et l'individualisme, à une idéologie de la liberté prenant conscience de ce que nous avons intérêt à la liberté de l'autre, nous avons intérêt au bonheur de l'autre, et basculant de l'individualisme égoïste à l'altruisme. D'abord l'altruisme intéressé, j'ai intérêt à être altruiste, puis ensuite, quand on a pris conscience de ce que être altruiste, c'était aussi une façon d'être heureux, un altruisme désintéressé. Or aujourd'hui, nous sommes dans ce trou noir où tout est possible, où on voit surgir en effet, vous avez cité la microfinance dont je m'occupe, mais au-delà, des énormes actions qui sont menées par un nouveau secteur économique qui contient les ONG, les entreprises qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes, les actions écologiques, les actions de solidarité, souvent très humbles, très petites, mais qui se passent partout à travers la planète, qui donnent du sens aux choses, et qui sont en train progressivement de créer ce monde positif. Mais en même temps, on voit l'immensité de la barbarie qui est là, On voit les conséquences immédiates à venir de notre impéritie. On voit le fait que l'Europe est en train de se défaire sous le poids des égoïsmes, et que demain matin, l'Italie peut sortir de l'euro. Après-demain, la Pologne peut sortir de l'Europe, comme la Grande-Bretagne vient de le faire. Que toute cette construction peut se défaire. Comment peut-on imaginer un état de droit mondial si on n'est pas capable de créer un état de droit dans la région la plus avancée du monde, qui, elle, a connu 1000 ans de barbarie et qui sait mieux que personne les conséquences de la division. On voit aussi les risques de crise économique devant nous qui sont là. Nous faisons des dettes à ne savoir qu'en faire qui ne sont indolores que parce que les taux d'intérêt sont provisoirement bas. Mais jamais dans l'histoire du monde, les dettes n'ont été aussi élevées. Jamais dans l'histoire du monde, nous avons aussi pris à la légère ce que nous laissons comme charge aux générations suivantes. Et toujours, quand des dettes élevées ont eu lieu, moins élevées que celle-là, toujours, la solution a été la guerre ou l'inflation, ou les deux. Donc nous voyons bien s'installer des nuages, alors qu'on peut être en colère contre le fait que nous avons les moyens de les dépasser. On voit aussi surgir partout des réponses de colère face à cela. Puisque ce monde n'est pas capable de créer les conditions de la richesse pour tous, puisque ce monde aggrave terriblement les inégalités, puisque un nombre croissant de gens sont exclus, on peut comprendre qu'ils enragent et choisissent le chemin de la colère. La colère contre nous, la colère contre eux-mêmes, la colère de la destruction, simplement parce que le monde ne leur apporte aucune solution. Et donc tout naturellement, souverainisme, populisme, fanatisme sont en train de s'allier dans une coalition de l'obscurité qui se met en place. Pas besoin d'être grand clair pour voir tous les signes de violence qui sont là. Ils sont dans les guerres qui ont recommencé au Moyen-Orient. Et les États qu'on avait eu tant de mal à construire à la fin de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième se défaire. Comme on voit menacer de se défaire tant d'États en Afrique. On voit aussi surgir des idéologies de la destruction pure.
Mais on voit aussi des sources de guerre dont on parle moins, parce qu'ils ne sont pas à nos portes, mais qui sont d'une extrême présence. La mer de Chine, le Japon, la Corée, la Chine se disputent, les deux Corées, se disputent quelques îles, mais en fait des grandes richesses qui sont là. C'est le cœur du monde aujourd'hui. Les plus grands ports sont là, les plus grandes richesses sont là. Ils ne sont plus du tout ni en Europe, ni sur la côte est des États-Unis. Ils sont là. Et les disputes sont extrêmes. Chaque jour, on frôle un incident qui pourrait mettre le feu aux poudres. Et le jeu des alliances, comme en 1914, nous entraînerait dans une guerre. De même, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie peut créer les conditions d'une guerre. De même, les avions américains, français et russes qui se croisent dans le ciel de Syrie peuvent créer les conditions d'une guerre. De même, déclaration insensée du président turc avant-hier, expliquant que les îles grecques doivent revenir à la Turquie parce que le traité de Lausanne de 1920 ne serait plus valable, sont des sources de guerre. Nous avons beaucoup, depuis quelques semaines, quelques mois, d'éléments de violence. Pas besoin de dire que l'élection américaine, de ce point de vue, prend un tour particulier et que nous n'avons pas intérêt à voir n'importe qui avoir le doigt sur le bouton de l'arme nucléaire. Car en plus, jamais non plus dans l'histoire nous n'avons connu une telle croissance des armements. Or bien sûr, depuis 1989, on a un grand traité de désarmement qui fait que les armes nucléaires détenues par les grandes nations, je regarde l'heure parce que je parle trop longtemps, les armes nucléaires détenues par les grandes nations sont de moins en moins nombreuses. Mais je ne vais pas gâcher votre journée en vous expliquant l'immensité des arsenaux qui sont en train de se constituer. Alors face à ça, nous ne sommes pas désarmés. Un monde meilleur, le meilleur du monde est possible. Le meilleur du monde est possible. Pour ça, il faut d'abord prendre conscience de soi-même, essayer de faire de soi-même, de sa propre vie, une réussite. Je suis absolument convaincu que si chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, essayons de voir ce que nous pouvons faire pour que notre vie à nous soit la meilleure possible et la plus heureuse possible en étant la moins égoïste possible, nous pourrons créer les conditions que le cauchemar se transforme en utopie positive. Je vous remercie. Je m'aperçois que j'ai parlé trop longtemps. Nous avons 5-10 minutes pour des questions. Mon éditeur n'a pas oublié que je publie un livre sur ces sujets dans 15 jours. Oui. Oui, merci monsieur pour ces informations et cette grande culture qui est la vôtre. Je voudrais vous poser une très courte question. Est-ce que je peux voir qui me parle? Oui. Voilà, bonjour. Une très courte question. En cette période troublée, que pensez-vous des pouvoirs des hommes qui mènent une partie de la Terre à sa perte? Poutine, Erdogan, le président syrien, peut-être l'américain, j'espère que non. Quelle est pour vous l'incidence de la puissance de ces hommes sur une amélioration de l'état de la vie de nos concitoyens et de nous-mêmes, en dehors des valeurs altruistes que vous venez de décrire brillamment? Merci. Vous savez, moi j'ai deux maîtres à penser, Karl Marx et William Shakespeare. Karl Marx pour comprendre les tendances longues et William Shakespeare pour comprendre les hommes et les passions. Pour ce qui est de ce qui se passe au Moyen-Orient, je ne pense pas que là se trouve le pire. Sous réserve de ce qui va se passer, je ne pense pas que M. Poutine soit l'équivalent d'Hitler. Pour moi, c'est un dirigeant russe, autoritaire, dans la tradition des dirigeants russes depuis le Xe siècle, qui est obsédé par la même obsession de tous les dirigeants russes depuis le Xe siècle, ne pas se laisser encercler.
ouvrir à tout prix un accès à la mer, et donc la Syrie, c'est un accès à la mer. N'oubliez pas que le port de Latakia est un port russe en Méditerranée, et pour lui c'est fondamental de le conserver, et ne pas se laisser enfermer ni en Ukraine, ni en mer du Nord. D'où le fait que c'est très important à la fois de le contenir, mais aussi de considérer que notre intérêt, c'est de créer les conditions pour que la Russie devienne un partenaire en Europe et de ne pas désespérer d'avoir dans 20 ans une Russie démocratique. Je crois que la Russie sera une grande démocratie et que la Russie est européenne. Donc, si j'avais à choisir, je dirais que notre ennemi est plus à Mossoul qu'à Moscou. J'avais une question par ici. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, vous nous avez parlé, ça va être, disons, du marché. Comment peut-on réguler le marché, disons, les grandes entreprises, alors qu'elles sont dans tous les pays et elles ne respectent aucun droit? Comment peut-on faire? On peut le faire si on le veut. D'abord, les Européens ont du pouvoir. La première chose à faire, c'est de renforcer le pouvoir de l'Union européenne face à cela. Et ce qui vient d'être décidé dans de multiples instances sur le fait de ne pas tolérer des paradis fiscaux excessifs en Europe va dans ce bon sens. Deuxièmement, il y a des institutions internationales qui sont en train de commencer à jouer un rôle extrêmement efficace pour lutter contre la fraude fiscale. Il y a une institution dont on parle très peu, mais qui est extrêmement efficace, c'est l'OCDE, et qui est en train de faire un énorme travail extrêmement positif contre la fraude fiscale mondiale. Il y a donc des sujets sur lesquels on peut progresser. Tout ce qui est fait aussi peut être et doit être fait dans les différents États pour empêcher les entreprises d'être purement apatrides sera essentiel. Et de ce point de vue, la campagne américaine est importante puisque une des deux candidates veut faire en sorte que les entreprises américaines payent les taxes aux États-Unis comme c'est normal. Donc ce n'est pas impossible de le faire. Je pense que les plus jeunes qui sont dans cette salle verront à la fin du XXIe siècle, si tant est que le XXIe siècle n'aura pas été barbare, un gouvernement mondial, ou du moins l'amorce d'un gouvernement économique mondial. Je pense que ça aura lieu même si le XXIe siècle aura été barbare. La seule question, c'est de savoir si ça aura lieu à la place d'une catastrophe ou après une catastrophe. Mais progressivement, on se rend compte de cette nécessité et ça dépend de l'action de chacun d'entre vous. Je ne sais pas combien d'entre vous sont militants politiques, militants associatifs, élus locaux, mais je souhaiterais que vous le soyez tous. C'est par notre action que ceci pourra venir, pas simplement en regardant les choses de l'extérieur. Oui, c'est possible. Oh. Oui, j'ai une question par ici. Bonjour, bonjour. J'ai une question de ce côté-là. Oui. Bonjour et merci. Ma question est la suivante. Trois dernières questions, si vous voulez. D'accord. Alors, sachant que les idéologies de la destruction pure ont été matérialisées par l'Occident dans le monde entier, je voulais vous poser la question suivante, ce serait: comment définiriez-vous un état de droit loyal, sans parti pris et non corrompu? Ça sera le sujet de ma conférence ici l'année prochaine. Deux autres questions. Oui. Bonjour. Je sens que nous sommes aujourd'hui dans une mutation extraordinaire, comme vous l'avez bien décrite. Une mutation qui peut être extrêmement constructive, mais extrêmement ravageuse, comme on ne l'aurait jamais connue dans cette humanité. Vous avez parlé de l'eau, élément essentiel dans lequel nous ne rendons pas compte aujourd'hui. Quelle est votre question, monsieur? Et ma question est la suivante. Comment faire, compte tenu de la vitesse à laquelle nous allons très très vite, que ce soit vers les bons ou les mauvais côtés,
pour que chacun d'entre nous, avec notre petite pierre, arrive à faire changer les structures de pouvoir qui gèrent. Ne vous résignez pas, agissez, entrez dans des ONG, entrez dans des partis politiques, ne laissez pas le pouvoir aux autres. Et d'abord, pour commencer, c'est aussi l'essentiel du message de ce livre, et aussi et surtout, changez votre propre vie. Si votre propre vie n'est pas menée de telle façon à être constituée pour être utile aux autres, comment voulez-vous que le monde le soit? C'est en changeant nous-mêmes d'abord que nous créerons les conditions d'être d'un monde différent. C'est d'abord en se changeant soi-même. Je vous remercie. À bientôt.